Bienvenue dans l'Ondée, le podcast de lecture. Alors, on est toujours avec George Sand, histoire de ma vie, de l'enfance à la jeunesse, et tu es dans l'épisode 9, je te souhaite une très bonne écoute. J'entrerai plus tard dans un détail plus raisonné du goût ou du dégoût que m'inspirèrent mes diverses études. Ce que je veux me retracer ici, c'est la disposition morale dans laquelle je me trouvais, livré, pour ainsi dire, à mes propres pensées, sans guide, sans causerie, sans épanchement. J'avais besoin d'exister pourtant, et ce n'est pas exister que d'être seul. Je m'étais dit que tout ce que j'apprenais ne me servirait de rien, puisque, malgré le silence de ma mère à cet égard, j'avais toujours la résolution de retourner auprès d'elle, et de me faire ouvrière avec elle aussitôt qu'elle le jugerait possible. L'étude m'ennuyait donc d'autant plus que je ne faisais pas comme Hippolyte qui, bien résolument, s'en abstenait de son mieux. Moi, j'étudiais par obéissance, mais sans goût et sans entraînement, comme une tâche fastidieuse que je fournissais durant un certain nombre d'heures fades et lentes. Ma bonne maman s'en apercevait et me reprochait ma langueur, ma froideur avec elle, ma préoccupation continuelle qui ressemblait souvent à de l'imbécilité et dont Hippolyte me raillait tout le premier sans miséricorde. J'étais blessé de ces reproches et de ces railleries, et on m'accusait d'avoir un amour-propre excessif. J'ignore si j'avais beaucoup d'amour-propre en effet, mais j'ai bien conscience que mon dépit ne venait pas de l'orgueil contrarié, mais d'un mal plus sérieux, d'une peine de cœur méconnue et froissée. Je ne reviendrai plus sur cet insipide sujet, qu'il me suffise de dire que pendant 3 ou 4 ans, je ne passais guère de jours sans recevoir, à l'improviste, quelque horion qui ne me faisait pas toujours grand mal, mais qui chaque fois me causait un saisissement cruel et me replongeait, moi, nature confiante et tendre, dans un roidissement de tout mon être moral. Il n'y avait peut-être pas de quoi, étant aimé quand même, me persuader que j'étais malheureuse, d'autant plus que je pouvais faire cesser cet état de choses et que je ne le voulus jamais. Mais que je fusse fondée ou non à me plaindre de mon sort, je me trouvais malheureuse, et c'était l'être en réalité. Je m'habituais même à goûter une sorte d'amère satisfaction, à protester intérieurement, et à toute heure contre cette destinée, à m'obstiner de plus en plus à n'aimer qu'un être absent, et qui semblait m'abandonner à ma misère, à refuser à ma bonne maman l'élan de mon cœur et de mes pensées, à critiquer en moi-même l'éducation que je recevais et dont je lui laissais volontairement ignorer les déboires. Enfin, à me regarder comme un pauvre être exceptionnellement voué à l'esclavage, à l'injustice, à l'ennui et à d'éternels regrets. Qu'on ne me demande donc plus pourquoi, pouvant me targuer d'une espèce d'aristocratie de naissance et priser les jouissances d'un certain bien-être, j'ai toujours porté ma sollicitude et ma sympathie familière, mon intimité de cœur, si je puis ainsi dire, vers les opprimés. Cette tendance s'est faite en moi par la force des choses, par la pression des circonstances extérieures, bien longtemps avant que l'étude de la vérité et le raisonnement de la conscience m'en eussent fait un devoir. Je n'y ai donc aucune gloire, et ceux qui pensent comme moi ne doivent pas plus m'en faire un mérite que ceux qui pensent autrement ne sont fondés à m'en faire un reproche. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'on ne contestera pas, de bonne foi, après avoir lu l'histoire de mon enfance, c'est que le choix de mes opinions n'a point été un caprice, une fantaisie d'artiste comme on l'a dit. Il a été le résultat inévitable de mes premières douleurs, de mes plus saintes affections, de ma situation même dans la vie. Ma grand-mère, après une courte résistance à l'entraînement de sa caste, était devenue non pas royaliste, mais partisan de l'ancien régime, comme on disait alors. Elle s'était toujours fait une sorte de violence pour accepter, non pas l'usurpation heureuse de l'homme de génie, mais l'insolence des parvenus qui avaient partagé sa fortune sans l'avoir conquise au même titre. De nouveaux insolents arrivaient, mais elle n'était pas aussi choquée de leur arrogance, parce qu'elle l'avait déjà connue, et que d'ailleurs, mon père n'était plus là avec ses instincts républicains pour lui en montrer le ridicule. Mais voilà que tout à coup, dans les premiers jours de mars, la nouvelle nous arrive qu'il est débarqué, qu'il marche sur Paris. Je ne sais si elle nous vint de Paris ou du Midi, mais ma grand-mère ne partagea pas la confiance de ces dames qui écrivaient « Réjouissons-nous, cette fois, on le pendra, ou tout au moins on l'enfermera dans une cage de fer. » Ma bonne maman jugea tout autrement et nous dit « Ces Bourbons sont incapables,
et Bonaparte va les chasser pour toujours, c'est leur destinée d'être dupes. Comment peuvent-ils croire que tous ces généraux qui ont trahi leur maître ne vont pas les trahir maintenant pour retourner à lui ? Dieu veuille que tout cela n'amène pas de terribles représailles, et que Bonaparte ne les traite pas comme il l'a traité le duc d'Enghien. Quant à moi, je n'ai pas grand souvenir de ce qui se passa à Nohant durant les 100 jours. J'étais absorbé dans de longues rêveries où je ne voyais pas clair. J'étais ennuyé d'entendre toujours parler politique, et tous ces brusques revirements de l'opinion étaient inexplicables pour ma jeune logique. Je voyais tout le monde changer et transformer du jour au lendemain. Nos provinciaux et nos paysans s'étaient trouvés royalistes tout d'un coup sans que je susse pourquoi. Où étaient ces bienfaits des Bourbons, tant annoncés et tant vantés ? Chaque jour nous apportait vaguement la nouvelle de l'entrée triomphante de Napoléon dans toutes les villes qu'il traversait. Et voilà que beaucoup de gens redevenaient bonapartistes qui avaient crié « À bas le tyran !» et traînaient le drapeau tricolore dans la boue. Je ne comprenais pas assez tout cela pour en être indigné, mais j'éprouvais comme un dégoût involontaire et comme un ennui d'être au monde. Il me semblait que tout le monde était fou, et je revenais à mon rêve de la campagne de Russie et de la campagne de France. Je retrouvais mes ailes et je m'en allais au-devant de l'empereur pour lui demander compte de tout le mal et de tout le bien qu'on disait de lui. Une fois, je songeais que je l'emportais à travers l'espace et que je le déposais sur la coupole des Tuileries. Là, j'avais un long entretien avec lui. Je lui faisais 1000 questions et lui disais « Si tu me prouves par tes réponses que tu es, comme on le dit, un monstre, un ambitieux, un buveur de sang, je vais te précipiter en bas et te briser sur le seuil de ton palais. Mais si tu te justifies, si tu es ce que j'ai cru, le bon, le grand, le juste empereur, le père des Français, je te reporterai sur ton trône, et avec mon épée de feu, je te défendrai de tes ennemis. » Il m'ouvrit alors son cœur, et m'avoua qu'il avait commis beaucoup de fautes par un trop grand amour de la gloire. Mais il me jura qu'il aimait la France, et que, désormais, il ne songerait plus qu'à faire le bonheur du peuple, sur quoi je le touchais de mon épée de feu qui devait le rendre invulnérable. Il est fort étrange que je fisse ces rêves tout éveillés, et souvent en apprenant machinalement des vers de Corneille ou de Racine que je devais réciter à ma leçon. C'était une espèce d'hallucination, et j'ai remarqué depuis que beaucoup de petites filles, lorsqu'elles approchent d'une certaine crise de développement physique, sont sujettes à des extases ou à des visions encore plus bizarres. Je ne me rappellerai probablement pas les miennes si elles n'avaient pris obstinément la même forme pendant quelques années consécutives, et si elles ne s'étaient pas fixées sur l'empereur et sur la grande armée. Il me serait impossible d'expliquer pourquoi. Certes, j'avais des préoccupations plus personnelles et plus vives, et mon imagination eût dû ne me présenter que le fantôme de ma mère dans l'espèce d'Éden qu'elle m'avait fait envisager un instant, et auquel j'aspirais sans cesse. Il n'en fut rien pourtant. Je pensais à elle à toute heure, et je ne la voyais jamais. Au lieu que cette pâle figure de l'empereur, que je n'avais vue qu'un instant, se dessinait toujours devant moi, et devenait vivante et parlante, sitôt que j'entendais prononcer son nom. Je n'ai rapporté ceci que comme un fait physiologique. Ce n'était pas le résultat d'une exaltation de l'âme, ni d'un engouement politique, car cela se produisait en moi dans mes pires moments de langueur, de froideur et d'ennui, et souvent après avoir écouté sans intérêt et comme malgré moi ce qui se disait à propos de la politique. Je n'ajoutai aucune foi, aucune superstition à mon rêve, je ne le pris jamais au sérieux, je n'en parlais jamais à personne. Il me fatiguait, et je ne le cherchais pas. Il s'emparait de moi par un travail de mon cerveau tout à fait imprévu et indépendant de ma volonté. Le séjour des ennemis à Paris y rendait l'existence odieuse et insupportable aux personnes en qui le fanatisme de la royauté n'avait pas étouffé l'amour et le respect de la patrie. Ma mère confia Caroline à ma tante et vint passer l'été à Nohant. Il y avait 7 ou 8 mois que je ne l'avais vue, et je laisse à penser quels furent mes transports. Avec elle, d'ailleurs, ma vie était transformée. Rose perdait son autorité sur moi et se reposait volontiers de ses fureurs. J'avais été plus d'une fois tenté de me plaindre à ma mère, aussitôt qu'elle arriverait. Des mauvais traitements que me faisait essuyer cette fille, mais comme, dans sa sincérité de cœur, elle ne se rendait pas compte à elle-même de ses torts envers moi, comme, au lieu de redouter son arrivée, elle se réjouissait de toute son âme de voir Madame Maurice, comme elle préparait sa chambre avec sollicitude, comme elle comptait les jours et les heures avec moi, comme elle l'aimait enfin.
Je lui pardonnais tout. Et non seulement, je ne trahis pas le secret de ses violences, mais encore j'eus le courage de les nier lorsque ma mère en eut quelques soupçons. Je me rappelle qu'un jour, ces soupçons s'aggravèrent et que j'eus un certain mérite à les effacer. Ma mère travaillait près de nous dans le jardin, assez distraite suivant sa coutume et ne songeant pas même à se préserver des éclaboussures de notre baquet. Tout à coup, je vis venir Rose au bout de l'allée et mon premier mouvement fut de me sauver. « Qu'a-t-elle donc ?» dit ma mère à Hippolyte en sortant de sa rêverie et en me regardant courir. Mon frère, qui n'a jamais aimé à se faire des ennemis, répondit qu'il n'en savait rien. Mais ma mère était méfiante, elle me rappela, et interpellant Rose en ma présence. « Ce n'est pas la première fois, lui dit-elle, que je remarque combien la petite a peur de toi. Je crois que tu la brutalises. » « Mais, dit la rousse indignée de me voir si salie et si tachée, voyez comme elle est faite. N'y a-t-il pas de quoi perdre patience quand il faut passer sa vie à laver et à raccommoder ses nippes ? » « Ah ça, dit ma mère d'un ton brusque, t'imagines-tu, par hasard, que je t'ai fait entrer ici pour faire autre chose que laver et raccommoder des nippes ? Crois-tu que c'est pour toucher une rente et lire Voltaire comme mademoiselle Julie ? Ôte-toi cela de l'esprit, lave, raccommode, laisse courir, jouer et grandir mon enfant, c'est comme cela que je l'entends et pas autrement. Aussitôt que ma mère fut seule avec moi, elle me pressa de questions. « Je te vois trembler et pâlir quand elle te fait les gros yeux, me dit-elle. Elle te gronde donc bien fort ? » « Oui, répondis-je, elle me gronde trop fort. »« Mais j'espère, reprit ma mère, qu'elle n'a jamais eu le malheur de te donner une chiquenaude, car je la ferai chasser dès ce soir. » L'idée de faire envoyer cette pauvre fille, qui m'aimait tant malgré ses emportements, fit rentrer au fond de mon cœur l'aveu que j'allais faire. Je gardai le silence. Ma mère insista vivement. Je vis qu'il fallait mentir pour la première fois de ma vie et mentir à ma mère. Mon cœur fit taire ma conscience. Je mentis, et ma mère, toujours soupçonneuse, n'attribuant ma discrétion qu'à la crainte, mit ma générosité à une rude épreuve en me faisant affirmer plusieurs fois que je lui disais la vérité. Je n'en eus point de remords, je l'avoue, mon mensonge ne pouvait nuire qu'à moi. À la fin, elle me crut. Rose ne sut pas ce que j'avais fait pour elle. Tenue en respect par la présence de ma mère, elle se radoucit, mais par la suite, quand nous nous retrouvâmes ensemble, elle me fit payer cher la bêtise de mon cœur. J'eus la fierté de ne pas la lui dire et, comme de coutume, je subis en silence l'oppression et les outrages. Un spectacle imposant et plein d'émotions vint m'arracher au sentiment de ma propre existence pendant une partie de l'été que ma mère passa avec moi en 1815. Ce fut le passage et le licenciement de l'armée de la Loire. C'était un spectacle imposant que ce continuel passage d'une armée encore superbe dans notre vallée noire. Le temps fut toujours clair et chaud. Tous les chemins étaient couverts de ces nobles phalanges qui défilaient en bon ordre et dans un silence solennel. C'était la dernière fois qu'on devait voir ces uniformes si beaux, si bien portés, usés par la victoire, comme on l'a dit depuis avec raison, ces belles figures bronzées, ces fiers soldats si terribles dans les combats, si doux, si humains, si bien disciplinés pendant la paix. Il n'y eut pas un seul acte de maraude ou de brutalité à leur reprocher. Je ne vis jamais parmi eux un homme ivre, quoique chez nous, le vin soit à bon marché et que le paysan le prodigue aux soldats. Nous pouvions nous promener à toute heure sur les chemins, ma mère et moi, comme en temps ordinaire, sans craindre la moindre insulte. Jamais on ne vit le malheur, la proscription, l'ingratitude et la calomnie supportés avec tant de patience et de dignité, ce qui n'empêcha pas qu'ils ne fussent nommés les brigands de la Loire. Nous vîmes passer des régiments de toutes armes, des chasseurs, des carabiniers, des dragons, des cuirassiers, de l'artillerie, et ces brillants mameluks avec leurs beaux chevaux et leurs costumes de théâtre que j'avais vus à Madrid. Le régiment de mon père passa aussi, et les officiers, dont plusieurs l'avaient connu, entrèrent dans la cour et demandèrent à saluer ma grand-mère et ma mère. Elles les reçurent en sanglotant, prêtes à s'évanouir. Un officier dont j'ai oublié le nom s'écria en me voyant « Ah, voilà sa fille ! Il n'y a pas à se tromper à une pareille ressemblance. » Il me prit dans ses bras et m'embrassa en me disant « Je vous ai vue toute petite en Espagne. Votre père était un brave militaire et bon comme un ange. » À courir avec les soldats, mon frère avait pris la rage d'être militaire, et il ne fallait plus guère lui parler d'études.
Quant à moi, qui avait été comme lui en récréation forcée pendant tout ce temps, j'étais accablé et brisé de mon inaction car, dès mon plus jeune âge, ne rien faire a toujours été pour moi la pire des fatigues. Néanmoins, j'eus beaucoup de peine à me remettre au travail. Le cerveau est un instrument qui se rouille et qui aurait besoin d'un exercice modéré mais soutenu. La politique me devenait nauséabonde. Nohant n'était plus aussi recueilli et aussi intime que par le passé. Les autorités de la ville voisine avaient été remplacées en grande partie par des royalistes ardents qui venaient faire des visites officielles à ma grand-mère. Et là, on ne parlait que du trône et de l'autel et des nouvelles tentatives du parti des Jacobins et des nouvelles répressions paternelles de ce bon gouvernement qui envoyait à l'échafaud Ney, l'abbé Douairière et autres scélérats. On faisait du zèle devant ma grand-mère parce qu'on la croyait bien lancée dans le monde et influente. Le fait est qu'elle ne l'était, ni ne se piquait de l'être. Elle avait passé la seconde moitié de sa vie dans une sorte de retraite, qui ne lui avait laissé que peu d'occasions d'être utile, et elle n'était pas charmée de l'ancien régime, autant qu'on se l'imaginait. Pour moi, je n'étais plus tenté de me laisser prendre au royalisme. J'avais honte de passer pour en tenir par solidarité de famille. Je trouvais ma mère trop indifférente à tout cela, et je déblatérais dans mon coin avec Hippolyte contre ce roi cotillon, que les troupiers nous avaient enseigné à railler et à chansonner en cachette. Mais il fallait nous bien garder d'en rien laisser paraître. Deschartres n'entendait pas raison sur ce chapitre, et mademoiselle Julie n'avait pas coutume de garder pour elle ce qu'elle entendait. Si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les autres épisodes qui viendront par la suite. Et puis, pourquoi pas, dans les commentaires, on peut papoter un peu, partager nos impressions, nos idées, tant que ça reste dans la bienveillance bien sûr. Sinon, je te souhaite de bonnes écoutes sur l'ondée, je te dis à très vite, ciao!